bienvenue sur le plateau de There Within Podcast. Aujourd'hui, je suis avec une femme très très courageuse qui a su se relever après un diagnostic qui n'était pas facile. Elle a su se relever pour elle-même, pour les autres, elle a su impacter les autres. Alors, je vais laisser le soin de se présenter à madame. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Merci beaucoup. C'est Jeanne Gapia Nyonzima, la présidente et représentante légale de l'Association nationale de séropositifs et malades du sida, et Santé Plus. Maintenant, on a ajouté Santé Plus, je dirais pourquoi. Alors, bienvenue madame. Et pour ma première question, je voulais vous demander qui était Jeanne quand elle a su qu'elle était porteuse d'une maladie? Alors, Jeanne, quand elle a su, c'était une jeune mère, qui venait d'avoir un enfant, et un enfant qui avait 6 mois. Et c'est lorsque ce bébé, Guy Bertrand, a été malade, tout le monde me disait que c'est les premiers âges, tous les enfants sont souvent malades, donc c'était tout à fait normal. Mais c'est à ce moment, quand on était à l'hôpital, que le médecin, le pédiatre me dit je vais vous voir dans mon bureau, mais il faudra venir avec le père. Donc, dans ce cas, on se sentait quand même quelque chose de grave. Mais de grave, c'était loin, en tout cas dans mes pensées. Le VIH n'était pas vraiment quelque chose que je pouvais penser. Surtout que c'était un bébé qui était né gros, 4 kilos, c'est un gros bébé, et qui avait bien évolué jusqu'à ce moment de 6 mois où il a commencé à avoir des otites répétitifs. Et donc, je dirais, à ce moment-là, ma vie a basculé tout simplement. C'était... bon, je ne saurais pas dire exactement le choc, mais toutes les mamans savent, et particulièrement les mamans qui ont perdu des enfants. Le savent parce que c'est quelque chose d'indescriptible. Et alors, madame Jeanne, est-ce que vous aviez à ce moment-là, vous avez des rêves, qu'est-ce que vous voulez devenir? Est-ce que vos rêves se sont interrompus à cause de cette nouvelle? Vous savez, dans mon jeune âge, j'étais sportive. Et j'avais continué en fait. Je suis parmi les filles qui ont commencé l'équipe de basket, les copines, pour les gens qui le savent. Et même quand je me suis mariée, je faisais du basket, mais bon, je faisais aussi le lancer du disque. J'étais aussi athlète. Mais le basket, je voulais continuer en me disant, à la fin, le jour où je ne serai plus à mesure de jouer, peut-être je vais être l'entraîneuse, un coach. Et donc, en tout cas, j'avais l'ambition de suivre les jeunes filles. Et bon, j'ai continué un tout petit peu, même pendant la période où mon bébé était malade. Surtout quand mon bébé est décédé et que mon premier mari, allait très mal. Je me souvenais que quand ma mère, qui est décédée aussi du cancer, quand j'allais quand on me demandait de rester la journée avec elle, chaque fois je disais, ce qui me donne la force d'être là, c'est quand j'ai fait du sport. Donc, il ne faut pas toucher à mes jours de sport. Et donc, même quand mon premier mari était très faible, qu'il ne pouvait plus aller au travail, je lui demandais de m'accorder 2 jours pour aller, on faisait FFP, l'entraînement. Je dis, ça me redonne un peu de force. Et, mais à un moment donné, je me disais, mais à quoi bon? Parce que quand on venait de me dire, votre bébé est infecté, vous aussi, et si vous avez la chance, peut-être vous allez vivre encore 2 ans. Donc c'était un verdict de mort. Et du coup, bon, tous les projets que j'avais, je te disais à quoi bon, je vais me reposer,
peut-être même... En fait, tu es dans le doute. Hein. Effectivement. Tout ce que je vais faire, ça va peut-être me fatiguer, ça va accélérer. Donc, du coup, à un moment donné, je faisais plus de sport. D'abord, je me disais, il faut peut-être que je prenne un peu de poids. Comme ça, j'aurai des réserves, comme les gens maigrissent énormément. Au début, j'étais celle qui, même après l'accouchement, je suis redevenue comme avant, comme une jeune fille. Mais après, je me suis dit, il faut que je prenne du poids. Comme ça, quand je vais commencer à perdre du poids, j'aurai au moins des réserves et ça me prendra du temps. Est-ce que à ce moment, il y avait quelque chose que vous entendez à propos de quelqu'un qui est porteur du VIH? Est-ce qu'il y avait des stéréotypes, quelque chose qui n'était pas très bien dit dans la communauté à propos de... Est-ce que vous avez essayé de cacher votre maladie? En fait, mon premier mari, pour ceux qui connaissent mon histoire avec lui, c'était... au début, moi, je le prenais comme mon grand frère. C'était un grand ami à mon grand frère qui, malheureusement, est décédé du VIH. Et à un moment donné, d'ailleurs, il a vécu à la maison. Et moi, je le prenais comme mon grand frère. Et sans qu'on se ressemblait. Et ce qui fait que ça a été même très, très difficile de... Quand il me disait qu'il m'aime, je crois que c'est un jeu, quoi. Et puis, moi, je connaissais toutes ses copines. D'ailleurs, moi, je lui ai cherché même des copines. Quand il venait me voir, j'étais à l'école technique de gestion à Motumba. Il venait me voir et je cherchais les belles filles pour lui montrer les belles filles. Parce que pour moi, c'était mon frère. Et donc, il avait eu un passé. C'était un bel homme. Il a eu son passé, mais on n'était pas ensemble. Et donc, après, quand il a commencé à dire que, en fait, c'est vraiment du sérieux, que c'est ma grande sœur qui m'a dit, mais est-ce que tu l'aimes? Je dis, moi, je l'aime comme mon frère. Mais il est parti dire à ma sœur que lui, c'est du sérieux, c'est pour le mariage. Et je connaissais une de ses copines, parce qu'il en avait, hein. Il en avait... chaque fois, je lui disais, je connaissais deux de ses copines, je lui dis, mais... Je lui chantais toujours la chanson. La première, elle est la plus gentille. Je dis, et moi, je serai où? Tu as déjà deux. Donc, mais c'était un grand blagueur. Et puis, à la fin, petit à petit, effectivement, j'ai senti qu'il y avait aussi de l'amour. Et on s'est mariés. Et comme je connaissais son passé, même avant qu'on se côtoie, il avait eu un zona. Et je me rappelle que quand il a eu un zona, je dis, mais il me dit, il y a une maladie qu'on appelle zona qui fait très mal, très mal. Je dis, c'est dommage que ça fasse mal parce que le nom était joli quand même. Le zona, je trouvais que zona, c'était un joli nom, mais c'était déjà, si j'avais des informations, déjà si on a un zona, on a un deuxième, ça parle. Mais il n'y avait aucune information. Et quand on s'est mariés, il était bien portant. On n'a pas fait de test, il n'y a personne. Et c'était les périodes où on commençait à dire que c'est une maladie des homosexuels. C'était ça qui se disait, c'est une maladie qui est aux États-Unis, en Europe, qu'en Afrique, il n'y en a pas. Et je dois dire que j'étais parmi les gens qui pensaient comme ça aussi. Et à un moment donné, il me dit, parce qu'une de ses copines que je n'ai pas connue est décédée et il a eu peur, il a pris peur. Il me dit, j'ai très peur. Pardon, j'ai très peur, j'ai une copine, mon ancienne copine, tout le monde dit qu'elle serait morte du VIH, du sida. Là, on était déjà mariés. Puis je lui dis, mais non, mais c'est pas possible. Est-ce que toi, tu es homosexuel? Il me dit non. Je dis donc, ça ne te concerne pas. Et je pense que je l'ai réconforté aussi. Et
Et donc, et là, j'étais d'ailleurs enceinte. Et quand j'ai eu le bébé de 4 kilos, ça nous a rassurés. Moi, j'étais rassurée. Mais je pense que lui a été vraiment bien rassuré. Parce qu'il allait dire à tout le monde que le bébé, c'était un très beau bébé et qu'il est né avec 4 kilos. Je pense que lui-même, il se disait, les doutes qu'il avait étaient partis. Donc, c'est à ce moment que tout a basculé quand on nous dit qu'il est infecté et que nous-mêmes, sans nous avoir testé, hein, notre test, et ça a été notre bébé, c'est qui était une erreur. Parce que à cette période, on avait encore les pratiques dans des hôpitaux d'injecter avec même seringue 3 à 4 personnes. Donc, ils pouvaient être infectés, pas nécessairement, ils pouvaient avoir été contaminés par une seringue, par autre chose. Mais bon, les médecins n'étaient pas vraiment bien informés non plus. La période, c'était la période où tout le monde se cherchait encore. Exactement. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, ce médecin, il a dit des choses comme il les entendait, parce qu'il n'avait pas, dans le cursus, ils n'avaient pas appris ça. Et donc, tout le monde cherchait. Donc, mais quand je l'ai su, moi, je l'ai dit à mes sœurs, directement. Vous avez su que vous aviez la maladie? Que j'ai le VIH, parce que être infecté et être malade, c'est 2 étapes. Quand on nous a dit que le bébé était infecté, je l'ai dit à mes sœurs, je l'ai dit à ma tante, à mes cousines, vraiment un petit groupe des gens de la famille très très proches. Et je l'ai dit, je dis Guy Bertrand est infecté et nous aussi. Et je sais qu'il y a une de mes sœurs, il y a une autre qui était à Kigali, mais une qui était ici, qui était vraiment bouleversée, plus que même moi. Et une autre sœur, en fait pratiquement ma sœur, mon frère, nous sommes nés à 8, mais nous avons grandi, j'ai vu, quand on a grandi, on n'était que 5. Il y avait 3 garçons qui étaient déjà décédés, il nous restait seulement un garçon. Et celui qui était mon modèle, moi je voulais être comme lui. Donc quand j'ai grandi, je faisais tout pour être comme un garçon en fait. Et donc ils ont fait le test aussi parce qu'ils se sont dit, mais quand on regarde Jeanne, elle va bien, on ne voit rien, peut-être c'est bien de faire le test. Je ne sais pas si c'était bien pour eux, en tout cas pour ma sœur qui était celle qui venait, du moins parmi dans la fratrie, celle qui venait avant moi, bien qu'on avait une différence de 3 ans, il y a un garçon qui était décédé entre nous deux, mais celle que j'ai vue, avec qui nous avons grandi ensemble, quand elle l'a su, elle a dégringolé vraiment en très peu de temps. Et mon frère aussi, d'habitude, il prenait un peu de bière. Je pense qu'il en a abusé pour oublier. Et du coup, lui aussi, il est parti. Alors, Madame Jeanne, donc, oh my God, tous ces événements se sont passés, mais je veux connaître maintenant comment est-ce que vous avez pu faire face à ça, vous en tant que Jeanne, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, comment avez-vous su faire face à cette maladie, à ces événements aussi? D'abord, lors de l'annonce, le premier sentiment, c'était de dire, Seigneur, donne-moi de rester vivante et d'assister mon bébé. Si mon bébé part, je peux partir. Mais il ne faut pas que je parte avant mon bébé. Donc, c'était ma prière. Donc, c'était une prière de mère. Et donc, surtout que c'était la période où un malade du sida, c'était un malade de plus à l'hôpital. On te le donnait, on te disait non,
il est en train de prendre un lit d'hôpital alors qu'on ne peut pas le soigner. Il faut le prendre à la maison. Comme ça, on va prendre d'autres personnes qui peuvent être traitées. Donc, on chassait les malades du VIH. C'est d'ailleurs l'idée qui a germé pour qu'il y ait le centre Toulero. Et donc, mon bébé est rentré, il avait des diarrhées répétitives, sans assistance. C'est vrai, encore une fois, les médecins, ils avaient tort. Parce que même si on ne guérit pas, on peut soulager. Il pouvait rester à l'hôpital, rester dans un sérum, au moins mourir, en tout cas alléger la souffrance. Mais comme ils n'avaient pas des connaissances, c'est comme ça que c'était géré. Donc, mon bébé est mort à la maison. J'ai eu quand même la chance d'avoir une tante et une cousine qui étaient infirmières. Ce sont les deux qui venaient le perfuser, faire juste le minimum jusqu'à sa mort. Il est décédé à 18 mois. Donc, j'ai géré, la première chose, c'était pas moi. C'était vraiment, je me battais pour mon bébé. Et quand il est décédé, mon mari ça a été une chute libre. D'abord, il se culpabilisait. C'est qu'il n'était pas, il n'avait pas cherché ça. Il avait vécu sa jeunesse comme beaucoup d'autres. Il ne savait pas qu'il y avait ce VIH. Et surtout, il ne m'a jamais trompée. Ce sont des choses qui se sont passées avant le mariage. Donc moi, je ne lui disais pas, voilà, nous n'avons pas eu la chance de voir des gens qui nous disent qu'il faut faire le test avant le mariage. Donc, il n'avait aucune raison de se culpabiliser. Et c'est ce que moi, je lui disais. Parce que chaque fois, il me disait, et ta famille, voilà, mon enfant, notre bébé vient de mourir et je suis la cause, et voilà. Donc, et ça vraiment, la culpabilité, c'est la pire des choses. Et je le dis toujours, lorsque tu sais que tu ne te culpabilises pas du tout, et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai dit, lorsque j'ai fait mon coming out à l'église, je disais, je me regarde dans le miroir et je n'ai pas honte. Vous savez, dans notre culture, une fille, quand tu as été dotée et que tu as eu le mariage en bonne et due forme, c'est que tu as donné tous les honneurs à la famille. C'est ce que j'ai fait. Je dis, alors, j'ai attrapé, pendant que j'étais dans un foyer, j'ai attrapé parce que mon feu mari avait son passé. Ça pouvait être moi aussi, hein. Ça pouvait être moi. Peut-être mon premier copain n'était pas infecté, il pouvait être infecté. Et ça pouvait être moi qui l'aurais amené. Et donc, c'est pour ça que, honnêtement, je ne disais pas que, bon, j'essayais de lui dire, gérons ensemble. Ma famille, c'est ma famille. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils sont en train de te culpabiliser, de dire, même s'ils le disaient, c'est pas mon problème. Gérons ensemble, essayons de nous battre ensemble. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Très, très vite, il est tombé malade. Et encore une fois, lui aussi, on l'a chassé de l'hôpital. Et donc, je l'ai vu mourir à petit feu, sans que je puisse faire quoi que ce soit. Et un sentiment d'impuissance qui est terrible. Et je continuais à travailler parce que lui ne travaillait plus. Je travaillais à la pharmacie Néopharma. Et on s'entendait pour que je continue à travailler, pour qu'on ait au moins des revenus, pour continuer à vivre. Et, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'un an après, il était décédé aussi. Mais ce que je comprends, c'est que vous avez développé, en tout cas, un sentiment de résilience. Absolument. En fait, c'était, bon, sans le savoir, hein, mais moi, je me dis, il y a toujours une force divine que tu ne sais pas, qui te donne
avec le recul, tu te demandes où tu as trouvé cette force. C'est pas moi. Je pense qu'il y a un être suprême qui, parce qu'il a un projet pour toi, il a une mission pour toi, qui te guide et qui te donne la force. Alors moi, quand je vois tout mon parcours, là, il n'y a pas de doute. C'était une mission. Et Dieu voulait que je sois là, que je passe par toutes les étapes de la maladie pour pouvoir aider les autres en sachant c'est que les gens... Parce que quand tu aides une personne en lui disant « je sais ce que tu es en train de vivre », c'est pas la même chose que quand on te dit... Et ce sont les patients qui le disaient. Le médecin me dit « oui, courage, courage ». Et tu le regardes, tu dis « c'est parce que c'est pas toi hein. ». Mais quand moi je leur disais, et je les tiens sur moi, sur mon épaule, je dis, tu peux pleurer. Pleure. Pleure, ça va te faire du bien. Parce que je sais que tu en as besoin. Peut-être à la maison, tu ne pourras pas pleurer. Tu n'as pas une personne sur qui pleurer. Mais pleure. Pleure et puis après, tu vas t'essuyer. On va essayer de rigoler. Et en sortant, il faut faire semblant que tu as bonne mine. Parce que c'est ce que je faisais. Oui, oui. En tout cas, vous avez très, très bien fait. Maintenant, Madame Jeanne, il y a le mari, il est parti, l'enfant, il est parti. Vous êtes seule. Quel sentiment avez-vous à ce moment-là? Alors, je dis toujours ce que Dieu fait extraordinaire. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, d'abord, les 2 ans étaient passés. Parce que quand j'étais en train d'accompagner mon enfant, ce que j'ai oublié de dire, c'est que on m'a annoncé que mon bébé était infecté et j'avais une grossesse déjà de 3 mois. Vous savez comment, premier, deuxième enfant, je ne sais pas quand est-ce que tu es enceinte. Et quand je dis au médecin, je dis, mais je suis enceinte. Il me dit, mais il faut avorter, c'est clair. Et à cette période, la parole du médecin, c'était la parole de l'évangile. La parole de l'évangile, c'était ça, en fait. Mais je n'ai pas avorté à ce moment-là parce qu'il fallait d'abord accompagner mon enfant. Il fallait... j'espérais encore qu'il retrouve la force. Et j'étais obligée d'aller me faire avorter alors que la grossesse était déjà à 6 mois. C'est trop de choses. Ouais. Et c'était à 6 mois. Je suis allée voir un médecin, gynécologue, mais un médecin qui était très très proche, qui était un membre de la famille. Je me rappelle quand je suis allée le voir, il me dit non, pas toi, non, pas toi. Et puis il a dit je ne suis pas capable de le faire. Donc il m'a référé chez son homologue qui était à la clinique, docteur Carton. Elle était belge, une femme. Je suis allée, j'étais bien portante. J'ai travaillé, on a dit bon, à ce stade, c'est une césarienne. Donc, elle a programmé l'opération. Moi, j'ai travaillé jusqu'au dernier jour. Je suis allée, ils ont fait les examens préopératoires, tout allait bien. Je suis allée avec mon mari, avec ma soeur, et salle d'opération. Donc, j'ai fini l'opération, je suis rentrée. Et 3 mois, 4 mois, je ne vois plus, je ne vois pas des règles. Je me suis dit, est-ce que c'est normal? Je suis retournée chez elle, pour lui demander, je lui ai dit, je ne vois plus mes règles. Elle me dit, oh, j'ai oublié de vous dire, en fait, j'ai enlevé la matrice. Alors, maintenant, je dis, pendant 10 ans, je n'arrivais pas à surmonter cette étape. Parce qu'en fait, elle m'a pris ma féminité. Effectivement. Ça, c'est quelque chose qui vous a vraiment cogné sur le cœur? Plus que le VIH. Ah,
en tout cas. Parce que vivre avec le VIH, c'est une chose. Oui. Mais je vis avec le VIH, mais je reste une femme. Oui. Avec le droit de procréer. Mhm. Mais elle m'a privé ce droit. Et comment vous êtes relevée? Encore une fois, quand je me suis remariée avec un mari qui a 2 beaux enfants, Oui. depuis que je les ai vus, en fait, je pense ils ont aidé leur papa à me convaincre. Parce que les 2 enfants m'ont attirée et ils m'ont adoptée avant que je les adopte. Et je me rappelle quand on se côtoyait avec leur papa, le petit me disait, il faut être notre maman. Et je dis, mais je suis la maman de tout le monde. Il dit, non, 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 notre maman. Et lorsque nous sommes allés faire ce qu'on pourrait dire dot, parce qu'on n'a pas fait la dot, parce que, bon, à notre âge, c'était toutes les 2, c'était le 2e mariage, mais quand même, nous avons fait rencontrer les 2 familles. Et le petit, il est allé, le lendemain, il est allé dire à tous les voisins, nous sommes allés dire à mamie, donc c'est ma tante, nous sommes allés dire à mamie que notre